Merci beaucoup. Ok, on va passer de Montreuil au Nigeria, à l'Indonésie, à la Chine, à la Russie, mais dans le même esprit, c'est-à-dire savoir comment localement on peut innover et comment en gros des pays qui sont extrêmement gros en termes de population, de croissance économique, créer leur propre Silicon Valley local également. Donc ce projet s'appelle Innovation is Everywhere. Ça consiste en un tour du monde des startups dans les pays émergents. On a commencé ça avec une petite équipe en octobre 2013, donc il y a à peu près un an. Et depuis, on voyage dans 2 à 3 pays par mois. Moi, je suis basé à Singapour, donc je m'occupe de l'Asie. J'ai une personne au Nigeria qui fait l'Afrique subsaharienne, une au Chili, une au Liban, une au Portugal. Et donc, chacun d'entre nous, en fait, on est des explorateurs et on regarde un petit peu ce qui se passe à droite à gauche. Le postulat de départ pour nous, c'était de se dire qu'aujourd'hui, d'un point de vue européen, on a des startups qui évidemment révolutionnent nos manières de consommer, de vivre, de faire des choses. Et la plupart de ces startups viennent des États-Unis. On pourrait même dire que la plupart de ces startups viennent de Californie, pour être plus franc. Mais on sait également que ces startups sont assez peu présentes au Nigeria, en Chine ou dans d'autres pays émergents, parce que c'est un peu compliqué. C'est d'autres cultures d'innovation, c'est d'autres mobiles et d'autres technologies, c'est d'autres moyens de consommer. Donc nous, on s'est vraiment intéressé à ces autres endroits qui sont des marchés en forte croissance et dans lesquels beaucoup de choses se passent. C'est intéressant d'y aller aujourd'hui parce que c'est des pays avec des croissances démographiques complètement folles. Au Nigeria, c'est quasiment 200 millions de personnes. Ils seront, je crois, un demi-milliard en 2050 et 1 milliard en 2100. Donc autant dire qu'avec nos petites tailles de pays européens, c'est des tailles de marché très différents. On sait aussi que c'est des pays dans lesquels les classes moyennes sont en train d'émerger de manière très rapide. En Inde, pour vous donner une idée, en 2007, on avait 50 millions de classes moyennes. En 2025, on en aura presque 600 millions. Et évidemment, c'est autant de personnes qui vont consommer et qui vont innover dans leurs usages et dans leurs technologies. On sait également qu'il y a plein de nouveaux usages qui viennent de ces pays et qui commencent un petit peu à passer les barrières. Ça peut être les monnaies mobiles, les Africains et les Kenyans notamment sont très forts sur ce domaine-là. Ça peut être le hardware. Si vous allez en Chine, à Shenzhen par exemple, c'est là qu'on a beaucoup de choses qui se passent sur les objets connectés. L'Inde également est très costaud sur d'autres tendances. Donc notre boulot, c'est vraiment d'aller dans ces pays-là. On y reste pendant une semaine, on récolte plein d'informations et évidemment on en fait des articles. On a un site web dont on va vous parler après et on bosse avec pas mal de grandes boîtes qui s'intéressent à ces pays-là, à ces technologies-là et à ce qu'elles peuvent en faire un peu après. 4 petites histoires qu'on va vous raconter de ce qu'on a vu l'année dernière et qui m'ont moi le plus marqué. La première, c'est celle de M-Pesa, la monnaie mobile du Kenya, qui a été créée par l'opérateur télécom Safaricom il y a maintenant quasiment 7 ans. Aujourd'hui, vous avez 31% du PIB kényan qui est sous format de monnaie mobile. C'est-à-dire que l'argent se trouve dans les téléphones. Et en gros, c'est ce qui fait que les banques se sont mises à innover parce qu'elles voient que le gâteau du Kenya qui grossit lui échappe de plus en plus. Et avec un téléphone SMS, comme vous pouvez le voir à droite, vous pouvez envoyer de l'argent ou en recevoir de n'importe qui pour n'importe quoi. Vous pouvez payer 1 kilo de tomates à votre fermier dans votre village de l'ouest du Kenya. Vous pouvez payer votre facture d'électricité, vous payez la scolarité du petit dernier. Vous pouvez quasiment tout payer. Donc l'argent n'a pas besoin de sortir du mobile en fait, puisque vous pouvez tout payer avec. Donc ça, c'est une première innovation qui est vachement intéressante, puisqu'aujourd'hui, quand on est européen, on se dit cool, on a Apple Pay, on va peut-être enfin pouvoir payer son croissant avec un SMS. On n'a toujours pas réussi à le faire, alors que ce genre de pays le fait depuis déjà très longtemps. La deuxième histoire, on la ramène d'Inde, avec un système qui s'appelle Aadhaar, qui est une base de données d'identité en biométrique. En gros, l'Inde, c'est 1,2 milliard d'habitants aujourd'hui, et c'est un énorme bordel. On va le faire très court, très divers. Et pour l'État, c'est déjà très compliqué de savoir qui sont tous les Indiens et comment les recenser. Ils ont créé, il y a 4 ans, un système de recensement biométrique où en gros les Indiens vont renseigner leur fingerprint, leur iris et ils vont avoir un numéro comme un numéro de sécurité sociale. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'en 4 ans, ils ont réussi à recenser 700 millions d'Indiens. Ils visent 1 milliard de personnes d'ici 2015, donc l'année prochaine. Et ce qui est encore plus passionnant, c'est qu'aujourd'hui, ils donnent l'infrastructure de cette base de données. On pourrait la qualifier du plus grand réseau social mondial, à même titre que Facebook ou que Google ou qu'Instagram. Ils le donnent aux développeurs avec une API. Et les développeurs vont se servir de cette API pour créer des services sur lesquels 700 millions d'Indiens de toutes catégories, de toutes cultures vont pouvoir se plugger. Ça va être des systèmes de e-commerce, ça va être des systèmes d'assurance, ça va être des systèmes de microfinancement.
n'importe quel système. En gros, ils ont une infrastructure d'identité qui est maintenant extrêmement solide. La troisième histoire nous vient de Chine avec WeChat. Donc aujourd'hui, en Europe, on utilise un peu plus WhatsApp généralement. Ça vous montre en fait une stratégie en Asie qui est très différente en termes d'application. En Europe, on a tendance à faire du unbundling, c'est-à-dire qu'on maintenant on a une application pour une fonctionnalité très précise. C'est pour ça qu'on a Facebook pour les potes, Facebook Messenger pour la partie chat. C'est pour ça que Google maintenant a toute une série d'applications différentes selon qu'on veuille faire de la vidéo, de l'email, du calendrier, etc. En Chine, c'est l'inverse. On met tout dans une application et WeChat, c'est cette application. Aujourd'hui, il y a à peu près 500 millions de membres. Et sur WeChat, je peux à la fois faire du chat, des jeux vidéo, booker des taxis, envoyer de l'argent. En gros, c'est comme si on avait un Facebook, un Amazon, un Uber, un Bitcoin dans une application sur un écran. Donc ils sont très forts à manager comme ça des espaces très contraints. Et évidemment, pour des marques qui veulent aller là-bas, c'est clé de comprendre que l'espace numérique chinois se passe de cette manière-là. Dernière histoire qui n'est pas vraiment numérique ou tech ou start-up, qui est dans la partie des entreprises sociales. Donc les entreprises sociales, c'est des entreprises qui visent à résoudre un problème d'abord, à faire de l'argent avec ensuite, mais ce n'est pas une ONG ou ce n'est pas un organisme caritatif, c'est des vrais businessmen. Recyclers au Nigeria fait un truc monstrueux. Le problème, c'est les déchets. Dans la plupart des grandes villes d'Afrique ou même d'Asie, le principal problème, c'est l'environnement. C'est pollué, c'est dégueulasse et vous avez en gros des poubelles à ciel ouvert qui sont énormes. Ce que fait Recycler, c'est d'inciter les Nigérians à trier leurs déchets en leur donnant des points. Si on a un certain nombre de points, on peut aller les convertir avec des achats de tupperwares, de différentes applications pour la maison, donc des trucs un petit peu près utiles. Une fois que les personnes ont trié des kilos de déchets, donc les déchets organiques, les métaux, le bois, etc., Recyclers a constitué un réseau de bicyclettes pour aller dans Lagos, grosse ville, 20 millions de personnes, des routes de merde, pour aller en gros chercher tous ces sacs de déchets qui sont déjà triés. Et évidemment, la troisième partie, qui est la partie business, c'est d'aller revendre ces déchets triés aux grandes usines de recyclage qui ont un mal de chien au Nigeria à avoir assez de kilos de bois, de métaux, de verre à trier. Donc c'est vraiment un écosystème très vertueux. On incite les citoyens, on crée un système de vélo parce que c'est galère de fonctionner autrement au Nigeria, et on revend derrière à des usines de recyclage. Donc c'est quelque chose de très positif. Et maintenant, ils en sont au point où ils sont en train de louer le réseau de bicyclettes pour d'autres boîtes qui se disent bon, bah, après tout, si je veux aller livrer des colis ou des livres au fin fond de Lagos, il y a déjà un réseau qui existe, donc on peut pouvoir le louer. Qu'est-ce qui se passe en France et avec les grandes boîtes, puisqu'évidemment ça coûte un petit peu d'argent de faire ce tour du monde. On est financé en fait par plusieurs entreprises qui nous soutiennent, aussi bien en Europe qu'en Asie. Et pour elles, ce qu'on fait, c'est qu'on les aide à comprendre ce qui se passe dans ces pays-là. On les aide à identifier les entrepreneurs qui peuvent être intéressants en termes de fournisseurs, en termes d'acquisition, en termes de talent. Et ça va aussi bien de prestations de type très observation, des carnets de tendance, des sourcings de start-up, à des choses un peu plus interactives. Donc on les emmène avec nous dans ces pays-là pour leur montrer concrètement sur le terrain ce que c'est que ces entrepreneurs-là. Et on est en train de créer une base de données de ces entrepreneurs dans ces pays-là, puisque les personnes qui au Nigeria maintenant arrivent à créer des boîtes seront très clairement les leaders économiques dans 5 à 10 ans dans des pays qui ont des tailles faramineuses. Voilà, on bosse avec ce type de boîtes, plutôt des grands groupes internationaux ou des gouvernements qui s'intéressent à comment l'innovation se passe dans différents pays. Voilà, on a un site web qui s'appelle innovationiseverywhere.com qui nous sert de média, sur lequel on met quasiment tous nos articles en accès libre. On fait payer uniquement ceux qui ont de l'argent, les grandes boîtes, pas les individus et les startups. Voilà, on a fait à peu près 10 pays l'année dernière, on en fait à peu près 25 cette année. Et donc on a une équipe de fixeurs, comme je les appelle, dans différents continents du monde, chacun d'entre nous couvrant les principaux événements techno, sociaux, design de ces pays-là. Voilà, donc là, je viens de Singapour, donc c'est pour ça que je garde mon manteau parce que j'ai pas l'habitude d'avoir des températures comme ça. Et voilà, donc on est ravis de discuter avec vous sur comment vous voudriez rejoindre ce projet ou ce que vous en pensez à minima. Voilà, merci beaucoup. Merci Martin. Je vous invite à visiter son site web parce que c'est passionnant. On va accueillir Didier Rossignol qui va nous expliquer